Ma petite amie a donné ma place au mariage de sa cousine à son meilleur ami masculin. Je suis parti sans un mot. Transcription, ma petite amie a donné ma place au mariage de sa cousine à son meilleur ami masculin. Je suis parti sans un mot. J'ai 31 ans, elle en a 28. Nous étions ensemble depuis 8 mois. Toute cette situation me travaille encore un peu la tête. Alors, j'ai pensé que je pourrais obtenir des perspectives de personnes qui n'étaient pas là et qui n'ont aucun intérêt dans l'affaire. Parfois, vous avez besoin d'étrangers sur Internet pour confirmer que vous ne perdez pas la tête. Et croyez-moi, après ce qui s'est passé, je commençais à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la lecture des gens. Alors, je sortais avec Brooke depuis environ 8 mois lorsque tout a basculé. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue en mars et les choses ont évolué assez naturellement à partir de là. Elle était intelligente, ambitieuse, travaillait comme coordinatrice d'événements pour une organisation à but non lucratif en centre-ville qui faisait du développement communautaire. Nous avions une bonne alchimie, un sens de l'humour similaire, et elle semblait réellement intéressée par la construction de quelque chose de sérieux. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Les premiers mois ont été super. Nous avons fait toutes les choses normales du début de relation. Des dîners dans des endroits que ni l'un ni l'autre ne pouvions vraiment nous offrir mais où nous allions quand même. Des films où nous partagions du pop-corn et discutions des bandes-annonces qui semblaient bonnes. Des randonnées le week-end quand il faisait beau. Elle a rencontré ma famille assez tôt parce que c'est comme ça que je fonctionne. Si je suis sérieux avec quelqu'un, ils vont rencontrer les gens qui comptent pour moi. Ma mère l'a adorée immédiatement, elle m'envoyait des SMS après ce premier dîner pour me dire à quel point elle était polie et jolie. Mon frère Ryan a dit qu'elle semblait solide, ce qui, de sa part, est pratiquement un éloge élogieux. Tout le monde était optimiste quant à la direction que prenaient les choses. En y repensant maintenant avec des yeux plus clairs, il y avait des signes que j'aurais probablement dû remarquer plus tôt. De petites choses qui ne semblaient pas être un gros problème isolément, mais qui forment une image assez claire quand vous les empilez tout ensemble. La façon dont elle inclinait son téléphone loin de moi quand certains textes arrivaient, inclinant l'écran juste assez pour que je ne puisse pas voir qui lui envoyait un message. La façon dont elle avait cette énergie spécifique, cette luminosité dans son expression, chaque fois qu'elle parlait de ses jours d'université. Le fait qu'après 8 mois de relation, je n'avais toujours pas rencontré la plupart de ses amis proches, même si elle avait rencontré tous les miens plusieurs fois. Il y avait aussi la façon dont elle parlait de son passé. La plupart du temps, c'était vague, des choses superficielles passaient rapidement. Mais, chaque fois que le sujet de ses années d'université revenait, elle devenait presque nostalgique, rêveuse, comme si elle se souvenait de quelque chose de précieux qu'elle avait perdu. Je lui en ai parlé une fois, et elle a juste dit que c'était certaines des meilleures années de sa vie. Je n'ai pas insisté pour avoir des détails. J'aurais probablement dû. Mais je m'avance trop. Laissez-moi vous raconter le mariage qui a tout brisé. Le week-end dernier était le mariage de sa cousine Léa, ce qui était apparemment un événement majeur dans la famille de Brooke. Léa était la première petite fille à se marier, donc toute la famille élargie le traitait comme un couronnement royal. Les tantes venaient de tout le pays, les oncles dépoussiéraient des costumes qu'ils n'avaient pas portés depuis une décennie, la grand-mère qui avait apparemment des opinions sur tout était transportée comme une royauté, toute la production. Brooke parlait de ce mariage depuis des semaines. En fait, des semaines est un euphémisme. Elle s'était stressée sur chaque détail depuis que Léa avait annoncé ses fiançailles. Ce que nous porterions, comment nous nous présenterions en tant que couple, si sa grand-mère traditionnelle m'approuverait, quels parents éviter parce qu'ils causent toujours des drames, tout ça. Elle n'arrêtait pas de faire des commentaires sur l'importance que tout se passe parfaitement, à quel point sa famille pouvait être critique envers les partenaires, à quel point les premières impressions comptaient vraiment avec eux. J'ai essayé d'être de soutien, je lui ai dit que je serais sur mon meilleur comportement, j'ai promis de charmer ses proches, j'ai proposé de l'aider avec tout ce dont elle avait besoin avant le grand jour. Des trucs de petite amie standard. Je voulais qu'elle se sente en confiance en m'introduisant dans son monde familial. Puis, le vendredi soir est arrivé. Nous étions chez elle, nous préparant pour le dîner de répétition, faisant la dernière vérification des tenues pour le lendemain. J'ajustais ma cravate devant le miroir de sa chambre quand elle a regardé mon reflet et a dit quelque chose qui aurait dû être mon premier vrai signal d'alarme. N'oublie pas de ne pas m'embarrasser demain, d'accord ? Je me souviens avoir fait une pause avec ma cravate à moitié faite, essayant de comprendre comment prendre ça. Ne pas l'embarrasser ? Nous étions ensemble depuis 8 mois.
J'avais rencontré ses parents 2 fois, et les 2 dîners s'étaient bien passés. J'avais eu une excellente conversation avec sa sœur sur les destinations de voyage. Je pensais que nous avions dépassé la phase s'il te plaît, ne me fais pas passer pour quelqu'un de mal de la relation. Je pensais qu'elle me faisait confiance maintenant, mais j'ai laissé passer. J'ai mis ça sur le compte du stress du mariage et de la pression familiale. Je me suis dit qu'elle ne le pensait pas comme ça sonnait. C'est le problème quand on ignore les signaux d'alarme. On devient très bon à trouver des excuses pour les gens quand on veut que les choses fonctionnent. On se raconte des histoires qui expliquent l'inconfort parce que l'alternative est d'admettre que quelque chose pourrait être fondamentalement faux. Le samedi matin arrive, lumineux et ensoleillé. Un temps parfait pour un mariage. Nous nous rendons à ce magnifique lieu à environ 40 minutes de la ville. Une ancienne propriété viticole convertie en espace événementiel. Des collines ondulantes couvertes de vignes. Des guirlandes lumineuses partout. Des tentes blanches installées pour le cocktail. Tout le décor de rêve Pinterest qui a probablement coûté plus que mon salaire annuel. Brooke est pleine d'énergie nerveuse pendant tout le trajet. Elle tripote sa robe sur le siège passager. Vérifie son maquillage dans le rétroviseur toutes les 30 secondes. Ajuste ses cheveux, puis les ajuste encore. Passe en revue la liste des invités et me dit qui impressionnait et qui éviter. Je me suis penché et lui ai serré la main plusieurs fois. J'ai essayé de la calmer. Elle a à peine semblé remarquer. Son esprit était ailleurs. Nous nous garons et entrons dans la salle de réception où le plan de table est affiché sur un grand tableau élégant près de l'entrée. Du papier crème avec une calligraphie dorée listant chaque invité et sa table assignée. Très chic. Les invités se promènent pour trouver leur table. Saluant les membres de leur famille qu'ils n'ont pas vus depuis des mois ou des années. Des choses normales de mariage. Il y a un brouhaha d'excitation dans l'air. Tout le monde est habillé de son plus beau. Je commence à scanner le tableau pour nos noms. J'essaie de localiser où nous serions assis pour la réception après la cérémonie. La famille de Brooke était apparemment traditionnelle à ce sujet, avec des tables spécifiques pour la famille immédiate, la famille élargie, les amis proches, puis les cercles extérieurs de connaissances. C'est là que Brooke pose sa main sur mon bras et dit « Oh, en fait, je dois te dire quelque chose. » La façon dont elle l'a dit m'a fait tomber l'estomac. Rien de bon ne suit jamais cette phrase, d'après mon expérience. Je dois te dire quelque chose signifie généralement que quelqu'un est sur le point de donner des nouvelles qu'il sait que vous n'aimerez pas, et qu'il a tardé à le dire. Je trouve notre table sur le tableau, la table 7, juste près de l'avant, près de la table d'honneur où les mariés seraient assis. Bon placement, territoire de table familiale, mais quelque chose ne va pas. Il n'y a qu'une seule carte de place avec le nom de Brooke. Juste à côté se trouve une carte qui dit Tyler Reeves. Aucune carte pour moi à cette table. Tyler Reeves. J'avais beaucoup entendu parler de Tyler au cours des 8 derniers mois. C'était le meilleur ami de Brooke de l'université, un entraîneur personnel qui possédait une petite salle de sport de l'autre côté de la ville. Il s'envoyait des SMS constamment, genre matin, midi et soir constamment. Je serais assis avec Brooke en train de regarder un film, et son téléphone vibrerait, et elle sourirait à l'écran d'une manière particulière avant de répondre. À chaque fois. Comme une horloge. Je n'avais jamais rencontré le gars en personne, mais selon Brooke, c'était juste un ami très proche qui la comprenait d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Ils avaient cette connexion profonde de leurs années d'université qu'elle valorisait énormément. Un lien qui transcendait l'amitié normale. Ou du moins, c'est comme ça qu'elle le décrivait chaque fois que son nom revenait. Chaque fois que Tyler revenait dans la conversation, elle avait ce certain regard dans les yeux. Cette douceur. Cette chaleur que je remarquais mais que je ne commentais jamais. Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais que la jalousie envers un ami masculin me ferait passer pour un homme peu sûr de lui et contrôlant. Alors j'ai gardé ma bouche fermée et je lui ai fait confiance quand elle a dit que c'était purement platonique. Je lui ai fait confiance quand elle a dit que je n'avais rien à craindre. Debout devant ce plan de table avec une centaine d'invités qui s'affairaient autour de nous, j'ai posé la question évidente, où est ma place? Brooke a pointé vers le fond de la pièce. Table 12. Tout au fond, près de l'entrée de service où le personnel de restauration entrerait et sortirait toute la nuit. Une table remplie de noms que je ne reconnaissais pas. Des gens que je n'avais jamais rencontrés. Je sais que ça a l'air bizarre, dit-elle rapidement, déjà en mode gestion des dégâts avant que je puisse même comprendre ce qui se passait.
Mais Tyler connaît très bien ma famille, et Léa a spécifiquement demandé s'il pouvait s'asseoir avec nous parce qu'il s'entend si bien avec tout le monde. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un placement. Ça ne veut rien dire. Voici le problème avec des moments comme celui-ci. Votre instinct vous dit tout ce que vous devez savoir si vous êtes réellement prêt à l'écouter. À ce moment-là, debout dans cette magnifique salle de réception entourée de personnes en tenue de soirée et de composition florale, mon instinct me criait. Il me criait que ce n'était pas une question de logistique de placement ou de dynamique familiale ou de toute explication raisonnable qu'elle essayait de me donner. C'était ma petite amie qui me disait devant toute sa famille élargie qu'un autre homme était plus important que moi. Mais Brooke me regarde avec ses yeux pleins d'attente, me défiant presque de faire une scène. Me défiant presque d'être le petit ami jaloux qui ne pouvait pas supporter que sa petite amie ait des amis masculins. Nous sommes dans la salle de réception entourée de tantes, d'oncles et de cousins qui prennent des photos. Sa grand-mère est aidée à s'asseoir par 2 jeunes parents. Que étais-je censé faire? Faire une crise devant tout le monde? Exiger qu'elle réarrange le plan de table pendant que 100 personnes regardaient? Partir avant même que la cérémonie ne commence et donner à toute sa famille une histoire sur le petit ami fou qui a ruiné le jour du mariage de Léa? Alors, j'ai juste hoché la tête et dit, je comprends. Et j'ai compris. J'ai compris exactement ce qui se passait. J'ai compris que ma petite amie de 8 mois avait choisi de faire asseoir son meilleur ami masculin à la place qui aurait dû être la mienne lors d'un événement familial. J'ai compris qu'elle m'avait relégué à une table au fond avec des étrangers pendant qu'elle s'asseyait à la table familiale avec un autre homme. J'ai compris qu'elle avait fait cela délibérément, qu'elle l'avait probablement planifié pendant des semaines, et qu'elle me regardait maintenant comme si j'étais l'irraisonnable de même le questionner. J'ai souri poliment, lui ai dit que j'allais aux toilettes avant que la cérémonie ne commence, et je suis sorti calmement vers la sortie. Pas vite, pas dramatiquement, juste une marche régulière devant l'espace cocktail, devant la table du livre d'or avec son stylo en argent, devant la magnifique arche couverte de roses blanches où Léa allait prononcer ses vœux dans environ 20 minutes. Tout droit par la porte d'entrée et dans le parking. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Pendant tout le trajet de retour, je n'ai même pas allumé la radio, je suis juste resté là en silence, les mains à 10h et 2h sur le volant, digérant ce qui venait de se passer. Rejouant chaque instant des 8 derniers mois et les voyant différemment maintenant. Toutes ces fois où elle riait au SMS de Tyler pendant que nous dînions. Toutes ces conversations tard dans la nuit où elle le mentionnait avec désinvolture, comme s'il n'était qu'un personnage secondaire dans sa vie. La façon dont elle ne semblait jamais aussi excitée de me voir franchir sa porte qu'elle l'était d'avoir de ses nouvelles sur son téléphone. J'ai repensé au voyage que nous avions fait sur la côte il y a 2 mois. Nous marchions sur la plage et son téléphone avait vibré. Elle s'était arrêtée au milieu d'une phrase pour le vérifier, avait souri à ce que Tyler avait envoyé, et avait tapé une réponse rapide avant de reprendre notre conversation. À l'époque, je m'étais dit que ce n'était rien, juste un ami qui prenait des nouvelles. Maintenant, je le voyais différemment. Maintenant, je voyais tout différemment. Au moment où je suis entré dans mon complexe d'appartements, mon téléphone affichait 17 appels manqués. Brooke avait apparemment remarqué que je n'étais pas aux toilettes assez rapidement. Les SMS avaient commencé aussi. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas drôle, Cole. Rappelle-moi tout de suite. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis juste entré dans mon appartement, je me suis assis sur mon canapé et j'ai fixé le mur pendant environ 1 heure. Mais voici la chose, je ne pense pas que j'étais en colère. Être en colère aurait signifié que j'étais surpris. Et honnêtement, je n'étais pas vraiment surpris. Pas au fond de moi. J'étais juste clair. Vous connaissez ce sentiment quand quelqu'un vous montre exactement où vous en êtes avec lui? Quand toutes les petites incohérences et les moments étranges prennent soudainement tout leur sens? Quand les pièces du puzzle que vous avez ignorées s'assemblent enfin pour former une image que vous ne pouvez pas ignorer? C'est ce que j'ai ressenti en rentrant chez moi. La clarté. Une clarté pure et douloureuse. J'ai été élevé à croire que le respect n'est pas quelque chose que l'on négocie. C'est quelque chose que l'on donne et que l'on attend en retour. Et quand il n'est pas là, il faut être honnête avec soi-même sur ce que cela signifie. Quand quelqu'un vous dégrade publiquement, surtout lors de son propre événement familial, il vous dit, avouez à tous ceux qui regardent, à quel point vous comptez pour lui. Mon père disait toujours, si quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. N'attendez pas qu'il vous le montre 2 fois. Ne trouvez pas d'excuses. Je l'ai cru.
Eddie, je ne m'attendais pas à ce que ce post devienne viral comme ça. Je lis toutes les réponses maintenant. Oui, beaucoup d'entre vous disent que j'aurais dû faire une plus grande scène ou la confronter devant tout le monde. Mais honnêtement, qu'est-ce que cela aurait accompli? Faire une scène au mariage de sa cousine? Mettre tout le monde mal à l'aise? Donner à sa famille une histoire sur le petit ami jaloux qui a ruiné le jour spécial de Léa? Ce n'est pas qui je suis. J'ai géré la situation comme je gère la plupart des choses, calmement, décisivement et selon mes propres termes. Eddie 2, pour répondre à la question la plus fréquente, non, je ne lui ai pas parlé depuis. Elle n'a pas arrêté d'appeler et d'envoyer des SMS, mais je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il y a à discuter. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Mise à jour 1, eh bien, ça a vite tourné au vinaigre. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont répondu à mon message original. La lecture de tous vos commentaires m'a aidé à traiter cette situation plus clairement que je ne l'aurais imaginé. Alors, les messages vocaux. Laissez-moi vous parler des messages vocaux. Brooke m'en a laissé 6 entre samedi après-midi et dimanche matin. Je me suis finalement assis hier et je les ai tous écoutés dans l'ordre. Et honnêtement, ils m'ont appris plus sur ce qui se passait réellement que toute conversation en face à face n'aurait pu le faire. Message vocal 1, samedi, 16h17. Cole, qu'est-ce que tu as fait? Tu es juste parti? Tu as une idée de ce que ça me fait devant toute ma famille? Ma grand-mère n'arrêtait pas de demander où tu étais. Rappelle-moi tout de suite. Remarquez-vous quelque chose à propos de celui-là? Non. Est-ce que tu vas bien? Non. Je suis désolé que tu aies été blessé. Juste une préoccupation immédiate quant à la façon dont mon départ affectait son image, sa réputation. Pas un seul mot sur mes sentiments ou pourquoi j'aurais pu partir. Message vocal 2, samedi, 18h23. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. C'est le jour du mariage de Léa et tu le gâches en étant mesquin. Tyler demande où tu es allé et je ne sais pas quoi lui dire. C'est tellement embarrassant. Tout le monde n'arrête pas de me demander où est mon petit ami et je dois inventer des excuses. Tyler demande où je suis allé. Un détail intéressant à inclure. Elle est au mariage de sa cousine, entourée de sa famille qu'elle connaît depuis toujours, des gens qu'il aime et qui veulent savoir où est parti le gars dont elle leur parlait depuis des mois, et la personne dont les questions la préoccupent le plus, c'est Tyler. Pas sa mère, pas sa grand-mère, pas la mariée elle-même, Tyler. Le gars assis à ma place voulait savoir où j'étais allé, et Brooke était embarrassé de ne pas avoir de réponse pour lui. Pensez-y un instant. Laissez ça s'ancrer. Message vocal 3. Samedi, 21h45. D'accord, je comprends que tu sois fâché, mais c'est ridicule. Ce n'est qu'un plan de table. Tu agis comme si j'avais commis un crime terrible. Tu dois arrêter d'être si dramatique. C'est là que le gaslighting a commencé sérieusement. Juste des plans de table, comme si j'exagérais pour quelque chose d'insignifiant. Comme si toute personne raisonnable accepterait que sa petite amie place un autre homme à sa place tout en le bannissant au fond de la salle. Message vocal 4. Samedi, 23h52. Écoute, je suis désolé si tes sentiments ont été blessés. Mais tu dois comprendre. Tyler ne voulait pas s'asseoir avec un tas de personnes qu'il ne connaissait pas. Il aurait été mal à l'aise toute la nuit. Je ne pouvais pas laisser mon meilleur ami être malheureux au mariage de ma cousine. Tu es vraiment injuste à propos de toute cette situation. Et voilà, la vérité enveloppée d'une demi-excuse et de beaucoup de justifications. Il ne s'agissait pas de Tyler connaissant mieux sa famille que moi. Il ne s'agissait pas de Léa demandant spécifiquement qu'il s'assoie à la table familiale. Il s'agissait de Tyler ne voulant pas s'asseoir avec des étrangers, et de Brooke priorisant son confort sur la dignité de son petit ami. Elle l'a littéralement admis à haute voix sans réaliser ce qu'elle confessait. Le confort de Tyler comptait plus que ma place dans sa vie. Ses sentiments sur où il était assis étaient plus importants que la façon dont je me sentirais en étant relégué à la table des rejets pendant qu'il prenait ma place à côté de ma petite amie à la table de sa famille. Elle a fait le calcul et l'a choisi, puis m'a traité d'injuste d'avoir un problème avec ça. Les messages vocaux 5 et 6 étaient des variations sur le même thème. Elle pleurait et me suppliait de la rappeler, disant qu'elle m'aimait et ne comprenait pas pourquoi je la punissais comme ça. Disant qu'elle me manquait et voulait résoudre ça ensemble. Mais voici ce qui m'a frappé dans ces 2 derniers messages. La chose qui n'arrêtait pas de résonner dans ma tête longtemps après que je les ai supprimés.
En 8 mois de relation, Brooke ne m'avait jamais dit qu'elle m'aimait. Pas pendant nos conversations tardives sur nos avenirs et ce que nous voulions de la vie. Pas pendant aucun de nos bons moments ensemble. Pas quand je l'ai aidée à traverser cette période difficile au travail quand son patron était impossible. Pas quand je l'ai surprise avec ce week-end qu'elle voulait faire. Rien. Silence complet sur le front de l'amour pendant 8 mois entiers de vie commune. Mais elle le dit pour la première fois dans un message vocal. Un message vocal désespéré après de minuit où elle essaie de me manipuler pour que j'oublie d'être publiquement humilié devant une centaine de personnes. Le premier « je t'aime » que j'ai jamais entendu d'elle était une monnaie d'échange. Pas une expression sincère de ce qu'elle ressentait. C'était un outil qu'elle a sorti quand elle a réalisé que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Cela m'a dit tout ce que je devais savoir sur la réalité de ces mots. Je pense au schéma depuis que cela s'est produit. Toutes les choses que j'ai manquées ou que j'ai choisi d'ignorer. La façon dont elle a toujours priorisé les opinions de Tyler lorsqu'elle prenait des décisions. Comment leur SMS était constant au point où j'avais l'impression d'interrompre leur conversation juste en étant dans la pièce. Comment elle s'illuminait quand son nom apparaissait sur son téléphone d'une manière qu'elle ne faisait jamais pour le mien. Je n'étais pas son petit ami en compétition avec son meilleur ami. J'étais son option de sécurité gérée autour de sa priorité réelle. Mon frère Ryan a appelé hier. Il est pompier, marié depuis 6 ans à une femme qui le traite comme s'il était le seul homme sur Terre. Il sait à quoi ressemble un vrai partenariat. Tu as fait ce qu'il fallait, mec, a-t-il dit. Ce genre de manque de respect ne s'améliore pas. Ça empire. Il a raison. Il ne s'agissait pas d'un simple plan de table. Il s'agissait de quelqu'un qui me montrait exactement où je me situais dans sa vie. Oh, et la cousine de Brooke, Léa, m'a appelé ce matin. Ça va être sa propre conversation. Eddie. Pour ceux qui demandent si je vais rappeler Brooke, non. À quoi bon? Eddie 2. Léa veut me rencontrer pour prendre un café demain. Elle a dit qu'il y avait des choses sur Brooke et Tyler qu'elle pensait que je devrais savoir. Mise à jour 2. Léa et moi avons pris ce café hier et tout a beaucoup plus de sens maintenant. Des pièces que je ne savais même pas manquantes se sont soudainement mises en place. Nous nous sommes rencontrés dans ce petit café près de mon bureau. Territoire neutre pour nous deux. Endroit calme. Pas trop bondé un après-midi de semaine. Léa est l'une de ces personnes qui tranchent immédiatement dans le vif du sujet. Pas de bavardage. Pas de circonlocution. Pas de prétention que nous nous rencontrions pour une autre raison que l'évidente. Elle a commandé son café, s'est assise en face de moi et a dit « Je dois te dire que tout le monde à ce mariage a remarqué ce qui s'est passé et la plupart d'entre nous en ont été dégoûtés. » Cela m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'avais passé les derniers jours à me remettre en question, me demandant si j'avais surréagi, si partir sans rien dire était trop dramatique, si j'aurais dû simplement l'encaisser et m'asseoir à la table douce comme un bon joueur. Entendre que d'autres personnes avaient vu ce que j'avais vu, que ce n'était pas seulement dans ma tête, que des observateurs objectifs pensaient que son comportement était inacceptable, c'était validant d'une manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Puis Léa a lâché la première bombe. Il s'est avéré qu'elle avait spécifiquement dit à Brooke qu'elle voulait que je sois à la table familiale. Léa était ravie de enfin rencontrer le gars dont sa cousine parlait avec enthousiasme depuis des mois. Brooke m'avait fréquemment mentionné lors des réunions de famille, avait parlé de notre relation, avait fait croire que les choses étaient sérieuses et allaient quelque part de réel. Léa voulait me souhaiter la bienvenue dans la famille correctement en tant que mariée. Brooke m'a menti. Elle a purement et simplement menti en disant que Léa avait demandé à Tyler de s'asseoir avec la famille. Cela n'a jamais été le plan. Cela n'a jamais été la demande de personne d'autre que Brooke elle-même. C'était entièrement sa décision. Prise délibérément, probablement planifiée pendant des semaines, et exécutée sans aucune considération pour la façon dont cela me ferait me sentir ou paraître. Mais voici le vrai choc. La chose qui a tout fait s'emboîter et a expliqué les 8 derniers mois mieux que toute autre chose. Léa m'a dit que tout le monde dans leur famille sait que Brooke et Tyler sortaient ensemble à l'université. Ils ont été ensemble pendant près de 2 ans avant de rompre et Brooke ne s'en est jamais vraiment remise quand ils se sont séparés. Elle est obsédée par Tyler depuis 6 ans, a dit Léa, en remuant son café et en me regardant avec une réelle sympathie. Chaque gars avec qui elle sort reçoit le même traitement éventuellement. Elle les garde pour la stabilité et la compagnie, pour le confort d'avoir une relation et quelqu'un avec qui faire des choses de couple. Mais son cœur a toujours été avec Tyler.
C'est comme un secret de polichinelle dans notre famille à ce stade. Nous avons tous simplement arrêté de commenter parce qu'elle devient défensive chaque fois que quelqu'un en parle. 6 ans. Elle était amoureuse de ce gars depuis 6 ans, tout en enchaînant les relations avec d'autres hommes qui n'avaient aucune chance. J'étais juste le dernier d'une longue lignée de remplaçants. Des gars qui servaient un but dans sa vie, qui lui procuraient l'expérience relationnelle qu'elle voulait pendant qu'elle attendait en espérant que Tyler finirait par vouloir la récupérer. Léa a dit que voir Brooke choisir le confort de Tyler plutôt que ma dignité au mariage lui avait fait mal. Elle pouvait voir à quel point ça me blessait, même si j'essayais de garder mon calme. La façon dont j'ai juste tranquillement accepté et ensuite disparu. Elle a su que quelque chose n'allait pas au moment où elle a vu le plan de table et a réalisé ce que sa cousine avait fait. La façon dont tu as géré ça a été classe, m'a-t-elle dit. La plupart des gars auraient fait une scène ou dit quelque chose qu'ils auraient regretté. Aurait causé un drame à mon mariage que tout le monde se souviendrait pour toujours. Tu t'es juste retiré de la situation avec ta dignité intacte. J'ai respecté ça. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a fait monter la tension artérielle. Brooke racontait à tout le monde dans la famille que j'avais surréagi et que j'étais parti parce que j'étais jaloux qu'elle ait des amis masculins, que j'étais peu sûr de moi et contrôlant de ne pas supporter qu'elle ait une amitié étroite avec un autre gars. Qu'elle n'avait rien fait de mal et que j'avais fait une crise pour rien parce que j'avais des problèmes de jalousie. Un classique. Quand on ne peut pas défendre ses actions, on attaque la personne qui les a dénoncées. On en fait le méchant pour pouvoir jouer la victime. Léa et moi avons parlé pendant environ 1 heure. Elle s'est excusée pour le comportement de sa cousine et a dit qu'elle avait essayé de parler à Brooke après mon départ. Mais Brooke n'arrêtait pas d'insister sur le fait que j'étais dramatique et que Tyler n'était qu'un ami. Je suis rentré chez moi après ce café en me sentant justifié, mais aussi triste pour le temps que j'avais gaspillé à ignorer des signaux d'alarme évidents. 8 mois à construire quelque chose que je pensais réel, seulement pour découvrir que je ne faisais que garder la place au chaud. Puis, hier soir, Brooke est arrivé à mon appartement avec Tyler. J'ai entendu frapper vers 19h. 3 coups secs à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai d'abord regardé par le Judas. Et ils étaient tous les deux là, debout dans mon couloir comme une sorte d'équipe d'intervention. Brooke portait la robe qu'elle avait portée lors de notre 3e rendez-vous, la bleue que j'avais complimentée. Probablement un choix délibéré, essayant de déclencher un souvenir positif. Tyler se tenait derrière elle, l'air d'être littéralement n'importe où ailleurs sur Terre. Les mains dans les poches, les épaules voûtées, les yeux fermement fixés sur le tapis du couloir. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Je suis juste resté là, dans l'embrasure de la porte, et j'ai attendu. Brooke a immédiatement lancé un discours clairement répété sur la façon dont je l'avais embarrassée devant sa famille en partant, comment elle essayait de réparer les choses entre nous, mais que je devais arrêter d'être têtu à propos de toute la situation. Elle parlait vite, respirant à peine entre les phrases, comme si elle avait pratiqué ce monologue en voiture en venant, et voulait le terminer avant que je puisse l'interrompre. Elle a parlé de la difficulté que cela avait été pour elle ces derniers jours, comment sa famille n'arrêtait pas de poser des questions sur moi, comment elle avait pleuré toutes les nuits en se demandant ce qu'elle avait fait de mal, comment elle voulait juste que les choses redeviennent normales. Je l'ai laissé finir. Chaque mot. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté, je ne me suis pas défendu ni expliqué mon point de vue. Je suis juste resté là, dans mon entrée, et je l'ai écouté expliquer pendant environ 3 bonnes minutes pourquoi j'avais tort d'être blessé par ce qu'elle avait fait, pourquoi je devais être plus compréhensif, pourquoi j'exagérais et en faisais tout un plat. Quand elle a finalement manqué de souffle, j'ai regardé par-dessus son épaule Tyler. J'ai croisé son regard pour la première fois depuis que j'avais ouvert la porte. Je dois te demander quelque chose directement, ai-je dit. Est-ce que toi et Brooke êtes juste amis? Brooke a sauté immédiatement, ne lui donnant pas la chance de répondre seule. Bien sûr que nous sommes juste amis. Quel genre de question est-ce? Tyler, dis-lui. Dis-lui qu'il n'y a rien entre nous. Dis-lui qu'il est ridicule. Mais j'ai levé la main et j'ai gardé mes yeux fixés sur le visage de Tyler. Je veux l'entendre de lui. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tyler est resté là pendant ce qui a semblé une éternité, se déplaçant d'un pied à l'autre, se débattant clairement avec quelque chose d'interne. Brooke le regardait avec des yeux écarquillés, le suppliant silencieusement de soutenir son histoire, de dire les mots qu'elle avait besoin qu'il dise. Finalement, Tyler a expiré longuement et a parlé, « Écoute, mec, Brooke et moi avons une histoire.
Nous sommes sortis ensemble à l'université pendant près de 2 ans. Et oui, il y a encore des sentiments. Des deux côtés. Si je suis complètement honnête. Je lui ai dit que me faire venir au mariage comme son cavalier alors qu'elle avait un petit ami était une erreur, mais elle a insisté que tout allait bien. Comme son cavalier. Pas comme son meilleur ami qui l'accompagnait. Pas comme un ami de la famille qui s'entendait bien avec tout le monde. Comme son cavalier. Son rendez-vous au mariage de sa cousine. Pendant que j'étais assis à la table 12, pensant que j'étais celui qu'elle avait choisi d'amener comme son partenaire. Le visage de Brooke est devenu complètement blanc. Elle a commencé à bégayer, les mots s'échappant dans une panique, affirmant que ce n'était pas ce qui s'était passé, que Tyler se trompait, que je tordais tout pour la faire passer pour mauvaise. Mais Tyler a secoué lentement la tête. Brooke, arrête. Ce n'est pas juste pour lui. Tu as essayé de faire les deux choses à la fois pendant des mois maintenant. Le garder près de toi tout en me gardant proche. Il mérite de savoir la vérité. J'ai regardé Brooke, debout dans mon couloir, avec sa robe de 3e rendez-vous et son expression de prise en flagrant délit. Et pour la première fois de toute notre relation, je l'ai vue exactement telle qu'elle était. Pas la version pour laquelle j'avais trouvé des excuses pendant tous ces mois. Pas le potentiel que j'espérais qu'elle réaliserait. Juste la réalité de qui elle avait choisi d'être. Je pense que vous devriez tous les deux partir, ai-je dit. Brooke a essayé de discuter, de me faire parler, d'entendre son point de vue, de lui donner juste 5 minutes de plus pour expliquer. Mais j'en avais fini. Fini de parler. Fini d'écouter. Fini de faire de la place dans ma vie pour quelqu'un qui m'avait utilisé comme plan de secours pendant 8 mois. Tyler lui a même pris le bras doucement et a dit « Viens, Brooke. Allons-y. » Il a pris sa décision. Après leur départ, j'ai fermé ma porte, je me suis assis sur mon canapé et je suis resté là longtemps à réfléchir à la façon dont j'avais vu les signes pendant des mois. Chaque signal d'alarme était là, agitant devant mon visage. Je n'avais juste pas été prêt à reconnaître ce qu'il signifiait parce que je voulais que la relation fonctionne plus que je ne voulais voir la vérité. Eddie, plusieurs personnes demandent pourquoi Tyler est venu avec elle. Je suppose que Brooke pensait qu'avoir Tyler la prouverait qu'ils n'étaient que des amis. Amener le gars que l'on accuse de privilégier au détriment de son petit ami pour confronter ce dernier à cette priorisation est certainement un choix. Eddie 2, non, je ne prévois pas de recontacter Brooke. L'honnêteté de Tyler a été la conclusion dont j'avais besoin. Dernière mise à jour, quelque chose s'est passé récemment qui me semble digne d'être partagé, surtout pour ceux qui traversent une situation similaire et se demandent comment tout cela se déroule. 6 mois après le mariage, ma vie est complètement différente de ce qu'elle était à l'époque. J'ai été promu chef de projet senior au travail, ce qui s'est accompagné d'une solide augmentation et de ma propre équipe à diriger. Il s'avère que ne pas avoir de drame relationnel occupant constamment l'espace mental libère beaucoup d'énergie pour se concentrer réellement sur sa carrière. Quand vous ne passez pas la moitié de votre puissance cérébrale à vous demander pourquoi votre petit ami semble plus intéressé par son téléphone que par vous, vous pouvez réellement vous concentrer sur la réalisation d'un bon travail et être reconnu pour cela. J'ai commencé à aller à un club de boxe que mon frère Ryan m'avait recommandé. J'étais plutôt un coureur, mais il y a quelque chose dans le fait de frapper un sac de frappe qui vous vide la tête d'une manière qu'un tapis de course ne pourrait jamais faire. J'y vais 3 ou 4 fois par semaine, j'ai perdu environ 7 kg, j'ai pris du muscle. Je me sens mieux physiquement et mentalement que je ne l'ai été depuis des années. Les gars de la salle de sport sont devenus comme une deuxième équipe. Et oui, je vois quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant. Nous prenons les choses délibérément lentement, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de la fête d'anniversaire d'un collègue il y a quelques mois. Ce que je remarque le plus, c'est à quel point c'est différent d'être avec quelqu'un qui semble réellement excité de m'avoir autour. Elle m'a présenté ses amis dans le premier mois. Pas d'hésitation bizarre, pas de me garder à l'écart de sa vie sociale. Juste un intérêt simple et direct. La semaine dernière, je faisais défiler Instagram quand un message du photographe de mariage est apparu. L'un de ces souvenirs d'il y a 6 mois que l'algorithme vous envoie. Des clichés spontanés de la réception de Léa avec la légende, l'amour était définitivement dans l'air lors de cette belle célébration. La curiosité l'a emporté. J'ai cliqué sur les photos et c'était là. Photo après photo de Brooke et Tyler tout au long de la réception. Sa main sur son bras pendant des conversations avec des proches. Lui se penchant pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille pendant qu'elle lui souriait.
tous les deux semblant complètement absorbés l'un par l'autre alors qu'ils étaient assis à ce qui aurait dû être notre table. La table 7. La table familiale. Ma place. Sur une photo, ils rient ensemble tandis que sa grand-mère les regarde avec approbation. Sur une autre, ils sont proches près de la piste de danse. Sa tête penchée vers son épaule. Ils avaient l'air d'un couple. Ils avaient l'air d'aller ensemble. Ils avaient l'air d'être exactement ce qu'ils étaient. Mais ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les commentaires des autres invités du mariage sous le message. Belle cérémonie. Où est passé le petit ami de Brooke? Je n'arrêtais pas de le chercher à la table familiale. Tyler et Brooke avaient l'air si heureux ensemble. Sont-ils enfin officiels? Je me demandais si Brooke avait amené un rendez-vous. Je ne l'ai vu qu'avec Tyler toute la nuit. Tout le monde à ce mariage savait exactement ce qui se passait. Chaque personne là-bas pouvait voir ce que j'ai refusé de voir pendant 8 mois. La seule personne tenue dans l'ignorance, c'était moi. J'ai fait quelques captures d'écran et les ai envoyées à Ryan sans aucun commentaire. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Frère, tu as évité une balle de la taille d'un train de marchandises. Il m'a dit plus tard qu'il utilisait mon histoire comme exemple à la caserne. Il y a un jeune gars dans son équipe, peut-être 25 ans, qui gère quelque chose d'étrangement similaire. Sa petite amie priorise constamment son meilleur ami masculin plutôt que lui. Change toujours les plans à la dernière minute pour s'adapter à l'emploi du temps de l'autre gars. Lui faisant sentir qu'il était perpétuellement en compétition pour son attention. Ryan lui a raconté mon histoire, le mariage, le plan de table, les messages vocaux, tout. Le gamin a fini par avoir une conversation sérieuse avec sa petite amie sur les limites. Soit ils ont compris, soit non, mais au moins il a arrêté d'ignorer les signes avant-coureurs et de prétendre que tout allait bien. Un de mes collègues, Kevin, a commencé à sortir avec quelqu'un il y a quelques mois, et elle lui faisait le même traitement que Brooke m'avait fait. Des changements de plan de dernière minute pour accommoder d'autres personnes, le faisant se sentir toujours en compétition pour son attention. Toute cette dynamique où vous êtes techniquement en couple, mais où vous ne vous sentez jamais prioritaire. Je lui ai acheté un café la semaine dernière et je lui ai raconté l'histoire du mariage. Je lui ai tout expliqué du début à la fin. Kevin a fini par avoir une conversation directe avec sa petite amie sur ce dont il avait besoin de leur relation. Soit elle allait le prioriser comme il la priorisait, soit il devait être honnête sur ce qu'ils étaient réellement et passer à autre chose. Elle a choisi de se ressaisir, a changé son comportement, a commencé à l'inclure dans ses projets, l'a réellement fait se sentir comme son premier choix. Ils vont beaucoup mieux maintenant, apparemment. En tout cas, il y a environ un mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais à la salle de sport, terminant ma séance sur le sac de frappe quand quelqu'un s'est approché derrière moi. Je pouvais les voir dans le miroir, attendant que je fasse une pause. J'ai lancé quelques combinaisons supplémentaires, puis j'ai reculé et je me suis retourné. C'était Tyler. Il avait l'air différent de ce dont je me souvenais de cette nuit à mon appartement. Plus mince, fatigué, des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas bien dormi. Il était habillé en tenue de sport, mais n'avait pas l'air d'avoir fait de l'exercice. Plutôt comme s'il était venu à la salle de sport spécifiquement pour me trouver. Il m'a demandé si nous pouvions parler un instant. Je me suis dit pourquoi pas à ce stade. Quoi qu'il ait à dire, je pouvais le gérer. Nous sommes sortis sur le parking où c'était plus calme. L'air était frais et il n'y avait personne aux alentours pour nous entendre. Tyler est resté là un instant comme s'il essayait de trouver par où commencer. Puis, il s'est juste lancé. Il m'a dit qu'environ 2 mois après la confrontation à l'appartement, lui et Brooke avaient enfin essayé de rendre leur relation officielle. Ils avaient tourné autour du pot pendant 6 ans, toujours en cercle l'un autour de l'autre, sans jamais vraiment s'engager. Alors, ils ont pensé qu'ils pourraient aussi bien essayer et voir ce qui se passait. Voir si la réalité correspondait au fantasme qu'ils avaient tous les deux gardé. Cela a duré 3 semaines. Il s'est avéré que le fantasme était bien meilleur que la réalité. Une fois qu'ils étaient réellement ensemble, une fois que la chasse était terminée et qu'ils n'étaient que 2 personnes dans une relation, toute la tension et l'excitation ont disparu. Tyler a dit qu'il avait réalisé assez rapidement que Brooke n'était pas réellement amoureuse de lui. Elle était amoureuse de l'idée de lui. La version de lui qu'elle avait construite dans sa tête pendant 6 ans de langueur et d'attente. Quand il n'était pas disponible, elle le voulait désespérément. Quand il était là tous les jours, elle a commencé à trouver des problèmes avec tout ce qu'il faisait.
Rien n'était assez bon. Rien ne correspondait au fantasme. Elle a commencé à me comparer à toi, a dit Tyler, secouant la tête comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Elle n'arrêtait pas de dire que tu aurais fait ça différemment, ou que tu étais plus fiable sur ça. Tu aurais retenu sa commande de café. Tu aurais répondu au message plus vite. J'étais comme, attends, le gars que tu as repoussé pour que je puisse m'asseoir à la table familiale? Ce gars-là? Je ne savais pas quoi répondre à ça. Tyler a dit qu'il avait rompu, et Brooke ne l'avait pas bien pris. La dernière fois qu'il a eu des nouvelles, elle avait déménagé dans une autre ville pour un nouveau départ. Nouveau travail, nouvel appartement, nouveau bassin de rencontre de gars à garder comme remplaçant. Il s'est excusé à nouveau pour toute la situation du mariage. Il a dit qu'il aurait dû me dire la vérité dès le début au lieu de suivre les plans de Brooke. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté dans mon appartement cette nuit-là. C'était la seule raison pour laquelle j'avais eu une vraie conclusion. Nous nous sommes serrés la main et il est rentré pour s'entraîner. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci. Nos histoires. Merci. Nos histoires. Merci. Nos histoires. Merci.